Bienvenue dans cette deuxième partie de Demain à la Une. Au sommaire, tous les regards seront braqués vers l'Iowa aux États-Unis. C'est le premier État à désigner ses candidats républicains et démocrates pour l'élection présidentielle. Les favoris Donald Trump et Hillary Clinton vont-ils conforter leur avance ? Nous ferons le point sur ce caucus scrutin original qui va donner le ton à la campagne. Et enfin, Raúl Castro en visite officielle à Paris au moment où l'économie de l'île communiste s'ouvre. Quels sont les enjeux de cette visite ? Comment se positionne la France par rapport à ses concurrents européens, chinois et américains ? Et pour cette deuxième partie d'émission, nous serons avec Karina Chabour. Merci d'être avec nous. Vous êtes au service économie de France 24 et Douglas Herbert, éditorialiste de politique internationale sur la chaîne anglophone notamment. Alors, pour commencer, cap sur l'Iowa et les primaires américaines. On va bien sûr s'intéresser aux candidats et notamment au trublion de la politique américaine, Donald Trump. Mais d'abord, Douglas, est-ce que vous pouvez nous expliquer ou nous réexpliquer comment ça marche, ce scrutin qu'on appelle le caucus ? J'ai parfois l'impression, le sentiment que même les Américains ne comprennent pas ce que c'est qu'un caucus. Parce qu'en fait, on parle de la saison des primaires aux États-Unis, mais en fait, il y a deux méthodes de choisir les délégués qui vont éventuellement investir le candidat à la présidentielle. Parce que c'est une élection en plus exactement, qui s'étend sur 2 ans, et, parfois. En fait, un caucus ne se déroule pas comme une élection lambda. C'est pas comme l'élection générale. C'est même pas comme les primaires dans les autres États, comme le New Hampshire. En fait, il n'y a pas d'isoloir, ni de bulletin secret. On montre son soutien à un candidat à main levée. Ça veut dire que c'est un événement public, en effet. Les militants du parti, et il faut souligner qu'il s'agit de militants de parti, ceux qui sont vraiment farouches pour un candidat ou un autre, ils se rendent physiquement le jour du caucus à 19h, pile poil, à leur endroit où ils se réunissent. Ça peut être soit une école, ça peut être une caserne de pompiers, même un domicile, une maison privée. Et qu'est-ce qu'ils font là-bas ? Alors, ils discutent les candidats, ils sont réunis tous ensemble, ils discutent les candidats et ensuite ils se répartissent en de petits groupes. Il y a des groupes qui, entre eux, voilà, il y a un groupe là-bas qui soutient un candidat, un autre qui soutient un autre. Il s'agit vraiment d'une vraie bataille au cours de la soirée pour déterminer quel candidat, et c'est pour chaque parti le même processus quasiment, quel candidat va avoir le plus de soutien. Et c'est un processus, c'est depuis Belle Lorette qu'ils font ça aux États-Unis, en fait, et personne ne sait vraiment pourquoi ils font comme ça. Il y en a ceux qui disent qu'en fait, un caucus n'est pas vraiment démocratique. Pourquoi ? Parce qu'il ne s'agit pas de bulletins secrets. Main levée, c'est public, c'est-à-dire peut-être ça laisse craindre que des jeux de pression, des jeux d'influence peuvent s'exercer dedans. Alors en tout cas, ça commence dans l'Iowa. Le caucus, c'est pas tous les États qui l'ont adopté. Au contraire, de plus en plus, on fait des primaires parce que c'est finalement un petit peu plus simple. Mais pourquoi est-ce que ça commence dans l'Iowa ? Et c'est un tout petit État de 3 millions d'habitants. Et puis là, finalement, tout le monde va s'intéresser à cet État. La réponse est toute bête, vraiment. L'Iowa est premier parce que Iowa est premier. Et je ne dis pas ça juste pour faire rigoler. Non, en fait, c'est symbolique, en fait. Ce qui est arrivé en 72, l'année 72, il y avait... 1972. 1972, bien sûr. Oui. Il y avait en fait un accident, un souci de planning pour la Convention nationale démocrate, et c'est dans l'été. Et ils ont dû devancer la Convention nationale démocrate, et à cause de ça, tout le calendrier des autres primaires, des caucus ont dû être dévancés aussi. Iowa est devenu le premier État, et depuis ce temps-là, il est resté le premier État. Et c'est un peu bizarre parce qu'en fait, il a une influence, un impact dans le processus des primaires qui se déroule sur 4 mois, disproportionné complètement par rapport à sa taille. Il s'agit d'un tout petit État du Midwest américain, l'Amérique profonde, the American Heartland, comme on dit. 3 millions d'habitants, essentiellement rural, agricole. Et à la fin, en fait, on a une élection, une conséquence planétaire. Et on a, en fin de journée, 200 000 à 300 000 électeurs qui décident de l'issue de ce scrutin. Et c'est très intéressant parce qu'Iowa, quand même, parce que c'est le premier, ça peut déterminer le sort d'une élection. Jimmy Carter, peut-être vous en avez entendu parler, à l'époque, en 1976, personne n'en avait entendu parler, mais il a gagné en Iowa. Et vous savez la suite de l'histoire. Alors justement, donc, pour l'instant, quand même, les favoris, ça reste Hillary Clinton du côté démocrate, Donald Trump du côté républicain. Donald Trump, on va en parler à part, parce que c'est vraiment un cas à part. Est-ce qu'il y a d'autres candidats qui peuvent faire la surprise ?
Oui, Bernie Sanders, et c'est exactement la question qui se pose. Est-ce que Bernie Sanders, un outsider au début au moins, va créer cette surprise? Et est-ce comme Jimmy Carter à l'époque. Comme Jimmy Carter, et même un peu comme Obama. En 2008, il faut se rappeler qu'Obama a gagné en Iowa. Peut-être il y a très peu de gens qui s'y attendaient. Ensuite, voilà, on connaît la suite de cette histoire. Mais en fait, Bernie Sanders, la question qui se pose en ce moment, il a fait des percées dans les sondages. Oui. Hillary Clinton, on peut pas, c'est indisputable, elle a une organisation magnifique, elle a une organisation très solide de sa campagne, très forte, elle a beaucoup d'argent. Mais Bernie Sanders a de son côté beaucoup d'enthousiasme. Il a suscité parmi les gens ordinaires d'Iowa et à travers les États-Unis un enthousiasme qu'on n'a pas vu peut-être depuis l'époque d'Obama. C'est très intéressant parce qu'il y a quelques semaines, c'était Hillary Clinton qui menait dans les sondages largement et personne ne donnait gagnant Sanders. Et maintenant, il y a même des sondages qui donnent récemment Sanders un point qui devance d'un point Hillary Clinton dans les sondages. C'est vraiment ouvert en Iowa et au New Hampshire après. Alors du côté républicain, on parle aussi de Ted Cruz, mais quand même la grande star, la grande vedette, c'est Donald Trump, qui a d'ailleurs refusé de participer au débat avec tous les autres candidats républicains. Il a fait son show de son côté tout seul. Vu de l'Europe, vu de France, on se dit... Mais c'est quoi ça? C'est bizarre, c'est absurde, mais... Comment expliquer sa popularité aux États-Unis? En fait, c'est une colère, vraiment. C'est une colère contre l'établissement, l'establishment américain politique. C'est les gens, effectivement, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent que moi, j'en ai ras-le-bol de tous ces hommes politiques qu'on voit tous les 4 ans, qui se renouvellent, c'est toujours le même visage. Alors Trump, au moins, il dit exactement ce qu'il pense, sans tourner autour du pot. C'est celui qui a dit que même sa propre fille, Ivanka, si elle n'était pas ma fille, je coucherais volontiers avec. Ouais. Et il sort politiquement incorrect. Il joue sur ça et ça marche dans la campagne. Et maintenant, il était au coude à coude avec son rival principal, Ted Cruz. Et maintenant, depuis quelques jours, c'est même pas plus serré. Il devance Ted Cruz. Cela dit, à Iowa, à cause de ce que j'ai dit, c'est à main levée. Je ne pense pas qu'il va réussir vraiment à remporter la victoire en Iowa. Je pense que Ted Cruz a de meilleures chances. Alors, on va voir ça dans les jours à venir. Merci beaucoup, Douglas. On va s'intéresser aussi à Cuba et à la visite de Raúl Castro à Paris. On rappelle que François Hollande était le premier chef d'État occidental à se rendre à Cuba en plus de 50 ans depuis quelques mois. On parle de relations privilégiée. Est-ce que c'est vraiment une relation privilégiée entre Cuba et la France? Et pourquoi cette visite officielle? Cette visite, elle est clairement pour confirmer, conforter, on va dire, ce nouveau partenariat politique, notamment sur un certain nombre de dossiers très concrets entre la France et Cuba, notamment sur la lutte contre le trafic de drogue ou sur des questions environnementales. Vous savez que Cuba a été un allié important lors des négociations de la COP21 à Paris pour rallier certains acteurs, certains partenaires latino-américains récalcitrants. Et puis, il y a un volet économique très, très important puisque Cuba, c'est une île de 11,5 millions d'habitants. Alors certes pauvre, mais avec d'énormes potentialités, non pas en raison de la levée qui ne sera pas prochaine de l'embargo, mais parce qu'effectivement un certain nombre d'assouplissements ont été mis en place pour attirer des investisseurs étrangers. Et puis il y a aussi la construction, vous savez, de ce port maritime de Mariel, qui va véritablement faire de l'île un point stratégique dans la région. Et là, la France, elle cherche à se positionner. Elle a déjà un acteur maritime important qui doit justement créer un centre logistique dans ce port de Mariel. Alors, des contrats vont être discutés, dans le domaine touristique notamment. Qu'est-ce qu'on attend très concrètement en termes de contrats? Disons qu'on ne préfère pas parler de contrats. Pour l'instant, on dit qu'il s'agit pour les entreprises françaises de se positionner, de faire la revue de détail des besoins de l'île. Alors, il y a évidemment le tourisme, vous l'avez dit, également dans le transport, les infrastructures, tout est à refaire, à construire à Cuba, également dans le domaine des biotechnologies, et également dans l'environnement. Donc, effectivement, il faut faire une revue de détails. C'est là-dessus qu'on discutera lundi à l'Élysée. Mais il y a un point qui est très important, c'est la dette cubaine, la dette publique cubaine vis-à-vis d'autres États qui sont rassemblés au sein du Club de Paris et qui ont trouvé un accord très récent pour complètement éliminer la partie qui correspond aux intérêts. C'est 80% de 11 milliards d'euros à peu près, 4 milliards pour la France. Et grâce à cet accord, la France, elle pourrait discuter et sûrement signer un accord
accord lundi avec Cuba pour transformer la partie de la dette qui représente le capital, c'est environ 360 millions d'euros, transformer cet argent en projet de développement. Et c'est tout le sens d'ailleurs de l'ouverture d'un bureau de l'Agence française de développement à La Havane qui sera chargé de trouver les projets, de les déterminer, trouver les acteurs, donner donc ces financements, faire un suivi de ces financements pour s'assurer qu'ils vont à bon port. Et tout cela dans le but, évidemment, ensuite, de faciliter le terrain aux entreprises françaises qui, elles, veulent faire clairement du business. Alors, dans l'hôtellerie, Accor, bien évidemment, qui va probablement exploiter l'hôtel Pullman de La Havane, mais également dans le pétrole, Total, qui souhaiterait pouvoir exploiter le pétrole offshore de l'île. Donc, si je vous comprends bien, d'un côté, on efface la dette et de l'autre côté, en échange, on espère avoir des contrats. La France n'est pas la seule, évidemment, à vouloir se positionner dans cette île qui est en train de s'ouvrir. Comment est-ce qu'elle se situe par rapport à ses concurrents chinois, américains, européens même? Oui, vous avez raison. La France, ça n'est que le 10e partenaire commercial de Cuba, avec des exportations qui sont autour de 156 millions d'euros, donc c'est relativement peu. Et la France, en fait, contrairement par exemple aux Américains, elle veut jouer, disons, non, pas seulement la carte commerciale, mais également la carte culturelle, historique, mettre en avant ses liens historiques avec Cuba. Le fait que, par exemple, l'Alliance française est restée ouverte pendant toute la durée de l'embargo, et puis aussi le fait qu'il y a une relation universitaire, des échanges intenses, également dans le domaine médical. On l'a vu récemment lors de la lutte contre le virus Ebola. Donc, évidemment, elle veut jouer cela. Et puis, vous savez, la France, depuis des années, chaque année, elle se bat à l'ONU pour lever cet embargo cubain et elle est en pointe au sein de l'Union européenne avec l'Espagne pour que, précisément, l'Europe renoue langue avec l'île. Donc, elle veut jouer vraiment cette carte de la francophilie, on va dire, et de la culture française qui est très appréciée à La Havane. Karina, en 2 mots, rapidement, on parle d'ouverture de l'île, ça met quand même du temps. À quel point est-ce que véritablement l'économie est en train de se transformer en ce moment à Cuba? Il y a eu un certain nombre de réformes mises en place par Raúl Castro, qui est beaucoup plus pragmatique que son frère là-dessus. Il pense qu'évidemment, l'île a besoin d'investisseurs étrangers pour se développer. Donc, il a facilité, si vous voulez, le régime fiscal des investisseurs étrangers dans l'île, même s'ils doivent toujours, évidemment, s'allier avec un acteur local, investir sur le long terme. Et puis, il a ouvert un certain nombre de métiers à l'entreprise individuelle sous la forme de coopératives. Vous savez, ce sont ces restaurants ou ces petites entreprises cubaines. Merci beaucoup, Karina Chabour. Donc, vous allez en tout cas suivre cette visite de Raúl Castro à Paris. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci Douglas Herbert d'avoir été avec nous également. Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. L'info continue sur France 24.